Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette carte blanche aux éditions Le Bruit du Monde. Alors pour donner un peu le déroulé de la rencontre, ça va aller assez vite parce qu'on n'a qu'une heure et on a plein de choses à dire. Je vais essayer de garder un peu de temps pour vos questions, mais sachez qu'il y aura une séance de dédicace après. Donc si vous voulez une dédicace ou si vous avez peut-être une discussion informelle ou d'autres choses à demander, enfin voilà, sachez qu'il y aura peut-être un petit peu de temps. Mais j'essaie de garder du temps pour les questions. Donc on donne la parole aujourd'hui à 3 intervenantes de grande qualité, puisque nous avons Marie-Pierre Gracedieu, donc, qui est cofondatrice de la maison d'édition. Oula, je ne vais pas y arriver. Voilà. Pardon pour les livres. J'en profite pour vous présenter. Donc, Marie-Pierre, en 2006, vous étiez à la tête de la collection La Cosmopolite chez Stock. Ensuite, en 2012, vous étiez directrice littéraire de la collection Du Monde Entier chez Gallimard, donc beaucoup de littérature étrangère. Et en 2021, vous avez fondé avec Adrien Servière les éditions, donc Le Bruit du Monde, qui publie du français et des traductions. Et vous êtes établi à Marseille. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? Tout est juste, et j'approfondirai après. Parfait. Il y a également Marion Lejeune avec nous, donc pour son premier roman, aux éditions Le Bruit du Monde, que j'ai fait tomber l'escale. Et donc vous avez enseigné. Aujourd'hui, vous êtes éditrice chez Flammarion, dans la collection de poche GF, que vous devez tous et toutes connaître. Vous avez beaucoup voyagé et ça se sent dans le roman, on en reparlera. Et donc comme j'ai dit, c'est votre premier roman qui est paru en mars 2024 et qui a reçu le prix Luciole des lecteurs. En passant quand même. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter pour le moment ? Super. Et enfin, Anna Postel, donc traductrice de Iagenberg. Voilà. Pour les détails. Et donc, vous êtes franco-suédoise, vous avez fait des études de littérature anglophone et de traduction à la Sorbonne Nouvelle et à l'ESIT, et vous êtes également membre de la promotion 2019 de l'école de la traduction littéraire. C'est bien ça ? Super. Et donc vous traduisez principalement du suédois vers le français. Et on peut citer par exemple, je vais encore écorcher des noms, mais Camilla Grebe, Lens Liljestrand, c'est horrible, hein, non ça va, David Sundin et donc Iagenberg, on va en reparler en détail. On commence par évidemment présenter un peu plus en détail la maison d'édition, Le Bruit du Monde. Donc comme je l'ai dit, c'était créé en 2021. Et première publication en mars 2022, vous êtes, je crois, 4 personnes, c'est ça, super. Toutes du milieu éditorial, et vous publiez donc en langue française et des traductions, pas de restriction de genre, a priori, ouverte sur le monde, voilà, un catalogue qui donc se veut multiple, abordant les enjeux du monde moderne, si c'est bien ça pour l'instant. Et vous essayez de soigner les publications, puisqu'il y en a, entre guillemets, peu, 12 environ par an, ou alors c'est un chiffre rond. Non, c'est tout à fait. C'est 12. Autour de 12. Ok, pas de restriction non plus. Peut-être pour commencer, comment vient cette envie de lancer cette maison et de se lancer dans cette aventure ? Alors il y a eu une rencontre, comme souvent pour ces projets un peu fous, quelqu'un qui a souhaité me faire confiance, qui travaillait à l'époque pour un groupe qui s'appelle Editis. Et en fait, de cette rencontre avec lui est né pour moi un constat qui était que ça faisait à peu près 20 ans que je travaillais pour l'institution parisienne, et avec beaucoup de joie. Voilà, la Cosmopolite chez Stock, pour moi, c'était une collection plus qu'emblématique. Je m'étais occupée de Virginia Woolf, de Georges Amado, de Isaac Bashevis-Singer. Et puis, j'avais découvert des auteurs qui méritaient amplement de figurer à ce catalogue, comme Sophie Oksanen, Sarah Stridsberg. Et puis, ensuite, j'étais partie chez Gallimard, où j'avais consacré donc 8 ans de ma vie à une autre institution, voilà, qui était encore plus peut-être productive, puisque chez Stock, je m'occupais d'une 12aine de livres par an. Mais chez Gallimard, la collection, c'était une 40aine de titres traduits au sein de 200 titres en littérature. Donc je dirais qu'il y avait un premier instinct qui était de retrouver une forme, entre guillemets, plus humaine. Donc me concentrer sur cette douzaine de titres par an, et retourner finalement à ce qui fait l'essence de mon métier, à savoir la lecture, la recherche, la rencontre avec des auteurs, des autrices, des traducteurs, des traductrices. Donc ça, peut-être, effectivement, retrouver cette échelle-là, c'était le premier instinct. Et puis,
l'envie de démontrer que des auteurs français et des auteurs étrangers participaient ensemble à ce bruit du monde. Donc il y avait une autre envie qui était aussi de commencer à accompagner des auteurs qui écrivent dans ma langue. Voilà, et ça, je dirais que depuis 3 ans et demi, effectivement, ça a pris beaucoup de place avec beaucoup de plaisir. Voilà à peu près ce qui a guidé donc, notre projet, Adrien et moi, et aussi, je dirais, notre rencontre qui précède de plusieurs années le projet. Mais Adrien a été libraire, il a été ensuite un peu le conseiller en matière commerciale de très très belles maisons, tout un groupe d'éditeurs en fait. Pendant 7 ans, il a inventé des manières de faire connaître leur catalogue. Et donc dans ce moment où une proposition m'était faite, c'est en réfléchissant ensemble à ce que ça pourrait être qu'on s'est dit que finalement, comme quelque part, découvrir un texte c'est merveilleux, mais tant qu'on n'a pas partagé son enthousiasme avec quelqu'un, il ne se passe rien. On s'est dit qu'il fallait le vivre ensemble. Voilà. Et effectivement, c'est un catalogue qui est, donc on le disait, ouvert sur le monde. Est-ce qu'il y a un fil rouge que vous tirez pour toutes les publications, ou est-ce que vous vous laissez au gré des rencontres justement un peu surprendre par des textes? Et en fait, moi, la question, je l'avais posée au début en me disant est-ce que ça vous va de dire que le catalogue du Bruit du Monde est bruyant? Mais on m'a dit que c'était pas gentil de dire ça. Alors est-ce que... C'est intéressant parce que bruit, c'est vrai, en français, c'est connoté finalement, mais c'est aussi très ouvert quelque part, parce qu'il y a tellement de couleurs possibles. Et d'ailleurs, nos livres aussi sont de multiples couleurs. Après, je préférerais... Au tout début de l'aventure, on a souhaité effectivement que chaque livre surprenne le lecteur et qu'en quelque sorte, il le capture. Ça, c'était vraiment un souhait très fort que la narration soit assez irrésistible. À partir de là, on s'est dit qu'on pouvait publier des romans, mais aussi des récits, mais aussi des essais, puisque voilà, la narration est essentielle dans tous ces cas de figure-là. Donc oui, la surprise, l'originalité, moi ça fait 20 ans que c'est en même temps ce qui m'anime, donc il n'y avait pas de grand changement de ce côté-là. Après, on s'est dit qu'on avait envie que chaque livre vienne enrichir l'imaginaire des lecteurs et des lectrices et élargir leurs horizons. Alors ça peut paraître comme ça, comme une grande formule, et finalement, l'air de rien, c'est quand même un programme assez exaltant, quoi, et qui a fait que du coup, on a ensuite rencontré. Donc il y avait comme une intention, mais après, ce qui est beau, c'est que toutes les rencontres sont venues confirmer que des artistes travaillaient dans ce but-là et qu'on pouvait les aider à faire entendre leur voix. Voilà. Et justement, quelles langues aujourd'hui sont au catalogue? Et je sais qu'il y a des envies d'aller vers d'autres langues. Quel est le bilan à ce stade? Et qu'est-ce que vous avez envie de développer? Alors, dès le début, il y a eu un peu d'anglais, bien sûr, mais finalement, à l'échelle des 3 années et demie, l'anglais est justement représenté, mais comme une langue parmi les autres, pas en rapport avec le nombre de locuteurs anglophones sur la planète. Mais les langues scandinaves ont été tout de suite représentées, et notamment par une certaine Stine Pilgaard, brillamment traduite par Catherine Renaud, du danois, ici présente. Et j'ai pu la lire en anglais. Enfin, là, c'est un point important, c'est qu'effectivement, ma chance a aussi été de rencontrer des auteurs et autrices qui écrivaient dans de multiples langues. Je pense par exemple aussi à Semezdin Mehmedinovic, grand auteur bosnien, qui était déjà largement traduit en anglais. Donc j'ai pu tout lire intégralement. Autrice de langue anglaise, Alice Kaplan, qui est américaine mais terriblement francophile et qui avait décidé d'écrire sur une famille de juifs algériens. Donc voilà, c'était quand même très cosmopolite finalement, ce premier roman. On a trouvé notre premier auteur de langue arabe enfin, et on a publié son premier roman en mai dernier, Mohamed Al-Nas. Je vous disais scandinave, Europe du Nord, mais c'est l'Asie qui pour l'instant nous résiste encore, mais on cherche pourtant du japonais, du coréen, voilà. Et comme en fait notre métier, mais peut-être on en reparlera plus longuement, consiste à trouver les bons conseillers, ça prouve aussi que pour ces langues-là, on n'a pas encore le lecteur ou la lectrice. C'est ça, parce qu'en fait, les premières publications, vous disiez, c'est que parce que vous les connaissiez, il y avait déjà eu une rencontre de votre côté, et là, ce qui manque, c'est peut-être les gens pour faire le lien, pour faire Voilà, que je puisse les lire, déjà. Après, par exemple, le jeune auteur de langue arabe, je n'ai lu que 4 chapitres de son roman, plus tard dans le temps. Mais j'avais trouvé, entre-temps, 2 personnes qui lisent l'arabe et en qui j'ai toute confiance.
Voilà. Donc, pour moi, c'est tout à fait envisageable de publier un auteur japonais, une autrice coréenne que je n'aurais pas lu dans sa langue. Mais c'est vrai qu'après, il faut rencontrer la personne qui ait suffisamment conscience de ce qu'est le catalogue pour qu'elle sache nous en parler au mieux. Mais souvent, en fait, même dans ces langues-là assez rares, les agents qui nous contactent font traduire 1-2 chapitres. Voilà. Et peut-être, alors sur ce qui vient d'arriver ou ce qui va arriver, il y a des publications qui sont assez récentes, peut-être dont on peut dire un mot sur les nouveautés, ou on en reparlera plus tard. Allez-y, pardon. Je ne veux pas monopoliser toute la parole, mais je dirais peut-être parler d'un jeune auteur d'origine iranienne, Navid Sinaki, dont on a publié le premier roman cette rentrée, Les larmes rouges sur la façade. Voilà, là aussi magnifiquement traduit par Sarah Vermande, et qui est une plongée dans l'Iran contemporain, en compagnie d'une voix qu'on a du mal à oublier une fois le livre fermé, un jeune homme, Anjir, voilà, qui depuis l'enfance sait qu'il aime les hommes, et il vit une histoire d'amour assez folle et totalement clandestine, voilà, avec Zal. Et au début du roman, il va se rendre compte qu'il a été trahi par Zal, et pour autant, puisque son amour est absolu, voilà, il va tenter de comprendre ce qui arrive à cet homme. Et je dirais que c'est comme une tragédie antique revisitée à l'aune de la situation iranienne. Et une dernière question avant de passer la parole, effectivement. Donc vous êtes une maison basée à Marseille, il y a le bruit du monde, il y a tout cet univers. Et moi, j'ai envie de vous poser la question qui est venue sur les couvertures, sur cette identité visuelle et ce logo. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ces sphères comme ça? On était très impressionnés par cette proposition du graphiste à qui on avait tenté d'expliquer ce qu'on allait faire, parce qu'à l'époque, peut-être on avait un livre en préparation, je ne sais pas, mais c'était vraiment l'avant-veille. Et en fait, il a commencé par travailler sur le logo, et c'est vrai que ces 3 caisses de résonance qui arrivent normalement avant le nom Le Bruit du Monde, dans le logo, bah pour nous, tout d'abord, ça a été forcément une image de l'écho qu'on veut offrir voilà, à ces auteurs, à ces voix, une propagation du son en quelque sorte. Et puis en même temps, quand on les a renversés, on s'est rendu compte que c'était intéressant parce que c'était comme un soleil, un lever de soleil d'une certaine manière, des mondes qui naissaient. Et un jour, une lectrice a dit « Ah, c'est formidable, on dirait un guillemet ». Alors c'est marrant parce que guillemets, il n'y a que 2, mais bon, je trouve ça intéressant, qui annonce la voix de l'auteur. Et ça nous a encore... En fait, et du coup, on a adoré cette idée, mais surtout, on s'est rendu compte qu'on aimait terriblement ce logo parce qu'il était extrêmement ouvert, dynamique, voilà, et qui nous permet maintenant, en plus, d'accueillir un illustrateur, une illustratrice à chaque fois, à qui on parle du livre. Certains lisent le livre intégralement, pas tous, et en fait, c'est d'ailleurs pas vraiment forcément souhaitable. Et après, nous font une création unique, qui est assez chouette. Merci. Et pour ouvrir la parole aux autres intervenantes, une question peut-être un peu... peut-être pas facile, mais à part le livre de Marion Lejeune et le livre de Ia Hagenberg, est-ce que vous avez... Ah non, c'est pas ça la question, pardon. Bravo. Non, est-ce que vous, on parlait de ce catalogue bruyant ouvert sur le monde, est-ce que vous avez un qualificatif, un mot qui vous vient quand on vous parle du bruit du monde, de la maison d'édition? C'est peut-être pas très original, mais ouvert, divers. Ouvert et divers. Oui, cosmopolite. Parfait. Beaucoup ce mot. Et oui, et un titre préféré alors, si c'était la suite de la question? Non, c'est trop... Alors, parmi ceux que j'ai lus, moi j'ai beaucoup aimé La Maison de mon père, d'Akos Verbosi, si je prononce bien, qui est un auteur québécois d'origine hongroise et qui raconte dans son roman son retour à Budapest après de nombreuses années, donc sur les traces de son histoire familiale, avec beaucoup d'humour et de sensibilité. C'est très fin, c'est un excellent... Il y a aussi une légèreté, alors que le sujet a une certaine intensité, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Stine Pilgaard, le Pays des phrases courtes, dont on a déjà parlé. Vraiment pour son humour et c'est son originalité. C'est une autrice danoise vraiment très très originale. Merci beaucoup. On va passer à Marion Lejeune, mais avant peut-être un mot de Marie-Pierre Grace-Dieu. Quelle est la relation entre la maison d'édition et les premiers romans, et est-ce que c'était une évidence de publier le roman de Marion ou d'autres premiers romans? Oui, la maison accueille beaucoup de primo-romanciers et de primo-romancières. Et quand j'ai reçu L'Escale, le roman de Marion, par mail, je dois dire, avec un petit mot très sobre qui l'accompagnait, mais déjà très convaincant pour sa sobriété, j'étais intriguée, pour le moins. Et c'est vrai que dès les premières pages, je dirais qu'au-delà de l'endroit où elle nous amenait,
ce qui déjà me plaisait énormément sur le principe. Ce qui m'a frappée, c'est l'assurance avec laquelle Marion composait son texte. Et bon, j'ai déjà dit, je sais qu'elle va rougir ou me... mais j'ai pensé à quelques grands auteurs nordiques que j'avais eu la chance d'accompagner, notamment chez Gallimard, notamment Jacobsen, mais aussi Stephenson, et c'était drôle ensuite de pouvoir évoquer ces références avec elle. Voilà. Donc oui, il y a eu très très vite, peut-être au bout de 5... Alors après, on a toujours envie d'aller au bout, et puis ensuite on doit parler à l'autrice, et puis on doit s'assurer qu'on se comprend. Enfin, il y a quand même plein de choses qui se règlent ensuite. Mais quand même, au bout de 50 pages, j'entrevoyais déjà tout un horizon. La rencontre avec le texte était là. Donc on va en parler un peu plus longuement. Je vais essayer de résumer le texte. Alors on suit Grigory, qui est un marin sur un grand voilier sur le Gren. C'est un voilier qui est norvégien, mais lui, il est plutôt russe. Et ils doivent s'arrêter sur une île, faire escale, justement. Et lui, il organise des paris avec des rats, des paris clandestins dans le bateau. Et suite à un mauvais pari, une mauvaise affaire, il est très endetté auprès d'un de ses camarades. Et il est plutôt en danger de mort. Voilà, donc il se précipite hors du navire dès qu'ils arrivent à terre. Il suit un compatriote russe qu'il a rencontré sur le bateau, Loukine, et il le suit chez des habitants ils sont extrêmement bien accueillis. On a très envie de dormir chez eux, ça a l'air extrêmement confortable. Enfin bref, il est sur cette île et il y a une sorte de temps de latence. Ils savent pas très bien quoi faire d'eux-mêmes. En fait, ils attendent que le bateau reparte, mais ils sont sur cette île, battus par les vents, à rencontrer une jeune femme, Alda, qui cherche des œufs sauvages sur l'île. Enfin voilà, il y a toute une galerie de personnages qu'on rencontre, des pêcheurs de baleines, des Russes qui sont là, on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin voilà, on suit tous ces personnages et Grigory, qui finalement, après toutes ces années d'errance en mer, on peut dire, aura bien envie de trouver son point d'ancrage sur cette île et deviendra même traducteur, on va y revenir. Alors voilà, c'est un peu dur de résumer ça comme ça, mais en tout cas, c'est une langue qui est très... Alors j'ai lu cet adjectif, je trouvais elle est envoûtante. On est entre nature, enfin voilà, on est plongé sur cette île, on ne sait pas vraiment où on est, mais on y est, on est avec ces personnages et on est et sur ces personnages qui ont une relation finalement un peu pareil, c'est ce que j'ai trouvé tumultueuse avec la nature, et notamment il y a une scène de pêche à la baleine, enfin pêche aux cétacés, qui est assez impressionnante. Voilà, donc on est vraiment plongé avec eux. Je pense que je vais m'arrêter là et on va essayer de vous en proposer un extrait, comme ça vous donnera une idée de cette langue et de ce très beau texte. Je vais lire vraiment le tout début du roman, les premiers paragraphes. Tôt le matin, Grigory referme la porte de la maison de Jon et Halle et s'en va sur le sentier qui borde la baie. Dos au large, le regard rivé sur l'herbe parsemée de cailloux, il traîne des pieds, lui qui d'ordinaire, après des jours en mer, savoure tant de marcher. Il avance lentement, sans but, pour échapper à la pensée que derrière lui, par-delà les quelques barques qui peuplent le minuscule port du village, pointe la silhouette du navire qui a été le sien. Depuis que le Gren est à l'ancre, les jours flottent, indéterminés. À bord, on a dû nettoyer de fond en comble, retaper les bannettes vermoulues. On a même dû repeindre le pont. Mais Grigory devine que tôt ou tard, le capitaine sera à court d'idées pour justifier cet arrêt prolongé. Faut-il vraiment tout ce temps pour que les morues soient à point dans les baraques à sel de l'archipel ? D'ordinaire, les escales se font dans une hâte brutale. La poignée d'hommes d'équipage, affamés de terre, s'abat sur le port, bavasse, boit et fornique à satiété, avant d'être appelés d'un coup de sifflet pour embarquer le nouveau chargement et lever l'ancre. Ces brefs moments de liberté, le capitaine les figure dans son calendrier sous forme de rayures, encadrés par les dates sévères du rappel à l'ordre. Mais là, pas un matelot qui n'espère qu'on en finisse avec cette escale. Ça gronde, ça piétine, ça subit le temps perdu, à se demander si d'une façon ou d'une autre, il y aura rétribution pour ces jours chômés où l'on s'ennuie à crever. En attendant, chacun guette, à travers le vent qui gifle la côte et déporte les averses à l'horizontale, le doux crépitement de cette chair qui, dit-on, se gorge de sel jusqu'à devenir blanche, comme couverte d'une neige granuleuse. Merci beaucoup. Alors, une première question, en lien avec, évidemment, Le Bruit du Monde. Qu'est-ce que ça représente d'être publié ? Qu'est-ce que c'est de faire partie de cette maison ? C'est une immense joie d'avoir trouvé, je pense, une maison qui soit aussi juste
pour ce texte-là, en fait. C'est pas juste trouver une maison, c'est trouver une maison où le texte qu'on a écrit dialogue avec des textes qui sont déjà présents, des textes frères, des textes sœurs. Et dans le cas du Bruit du Monde, moi je sais que ce qui me tenait à cœur, c'est que l'Escale soit dans une maison où il y avait aussi de la littérature étrangère, parce que c'est un texte qui dialogue avec l'ailleurs. Et donc voilà, c'est une joie et un sentiment de justesse et de cohérence pour l'Escale, en fait, d'être dans cette maison. Et on a parlé que vous aviez pas mal voyagé. Comment est venue l'écriture de ce roman ? Est-ce que vous avez toujours écrit ? Est-ce que c'était ce roman-là avant tout ? Moi, j'ai toujours écrit. Après, il y a un moment où ça prend forme et où ça aboutit, je dirais. On écrit des petits textes et puis un jour, il y a un roman qu'on arrive à terminer. Et c'est ce texte-là, il est né de voyages. Il est né de voyages aux îles Féroé, en Norvège, en Russie. Et je dirais que c'est quand même aux Féroé que quelque chose a pris corps. En fait, je dirais que c'était même pas un voyage, hein, c'était une escale aux Féroé. Ça a duré 3 jours. C'était entre l'Islande et la Norvège. C'était quelque chose qui n'était pas vraiment organisé, pas vraiment prévu. On s'est retrouvés aux Féroé sans rien à faire, sans rien avoir organisé. Et moi, j'ai pris de plein fouet le paysage, l'isolement, et peut-être aussi cette inactivité qui tout à coup tombait. En voyage, on est quand même très actif, et tout à coup, il n'y avait rien à faire, juste à regarder autour de soi. Et alors, pour peut-être que certains parmi vous connaissent les Féroé, c'est un endroit qui est très, très isolé. Il n'y a pas un seul arbre, c'est un paysage de falaise. Hein. La capitale, elle est minuscule, on en fait le tour très, très vite. Donc, c'est un endroit qui m'a vraiment profondément impressionnée. Et après, il y a quelque chose qui continue par l'écriture, on y revient par là. Et alors, c'est aussi un roman qui est nourri de lecture. On a parlé de Stephenson, moi, c'est un auteur qui a été crucial pour moi. Je lisais aussi beaucoup à l'époque des récits d'exploration polaire. Et des récits d'hivernage où des gens ont passé des mois entiers sur la banquise à manger leurs chiens pour survivre à la fin du 19e siècle. Et toutes ces lectures, je pense, ont infusé et ont donné ce texte-là qui est à la fois nourri de souvenirs de voyage, de sensations que j'ai eues là-bas, de vent, de pluie, et en même temps d'un imaginaire, parce que c'est aussi un roman qui est complètement tourné vers ça. Et c'est vrai que dans le roman, on n'a pas de... Enfin, on sait à peu près où on est, mais il ne s'est jamais précisément nommé. On ne sait pas non plus à quelle époque exactement on est. Est-ce que pareil, c'était pour garder une sorte d'universel ? Enfin, il y avait un peu cette envie de... C'est ça. En fait, j'étais constamment en train d'ajuster. À la fois, j'allais voir de près les Féroé, ces pays-là, les cultures nordiques. Par exemple, il y a le mot green qui revient beaucoup dans le texte, c'est un mot féroïen, donc on peut le reconnaître aussi, aller chercher ce mot et se dire que c'est une réalité culturelle de là-bas. Et en même temps, j'avais pas envie d'écrire un roman documentaire, j'avais pas envie d'écrire un roman historique, donc il fallait faire aussi ce pas de côté pour laisser au lecteur une certaine latitude pour l'accueillir et pour qu'on puisse aussi y mettre une part d'imaginaire, comme les personnages eux-mêmes se réinventent dans cet endroit. Donc c'était un jeu un peu à la fois d'être dans un certain réalisme et en même temps de laisser respirer le texte et de ne pas écrire un roman historique. Je n'avais pas envie de faire ça. C'est vrai qu'on ne se pose pas la question quand on lit, mais c'est qu'en préparant les questions, je me suis dit, mais mince, en fait, je me suis fait balader, mais où on est ? Enfin voilà, et c'est le green, effectivement, qui peut être un indice. Hein. Ça peut être un indice. Qui ramène au Féroé. Et je précise que c'est une chasse qui est pratiquée aussi ailleurs. Hein. C'est au Féroé, mais aussi en Norvège. Voilà. Et peut-être pour revenir à la publication, enfin voilà, est-ce qu'il y a comment ça a été le cheminement d'envoyer ce manuscrit ? Enfin, comment vous avez pris la chose ? Est-ce que on a vu que vous avez envoyé par mail avec un petit mot ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de refus, d'attentes Je pense qu'il y a le moment où on finit son manuscrit et le moment où on est prêt à l'envoyer, ce qui est 2 choses très différentes. Où on laisse mûrir et on se dit qu'on est prêt à l'exposer à des regards. Où on sent peut-être aussi en soi un certain courage, parce qu'il faut aussi, il y a des silences, hein, c'est des silences aussi quand on envoie son texte et qu'il n'y a rien, c'est dur, hein, c'est très dur. Et donc moi j'ai eu la chance d'être appelée un jour par Marie-Pierre et voilà, j'en étais absolument ravie. Et ensuite le travail s'est enclenché sur le texte. Je dirais qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu une phase plus générale où Marie-Pierre m'a fait des retours, je dirais, de structure, de personnages, d'aspérité peut-être à faire ressortir davantage, il y avait certaines choses à retravailler, donc il y a une scène qui a pu être ajoutée. Et après, il y a le travail de détail qui s'est fait, et là, c'est du ligne à ligne, ça s'est fait avec Capucine Rua. Et donc là, on travaille, c'est à la virgule près, quoi. Donc la cohérence, le rythme, on travaille encore un petit peu le fond, si on peut encore accentuer l'efficacité de certains passages, mais c'est à 2 niveaux, quoi. Un niveau global et puis un niveau là de fourmi où on ne cesse d'aller chercher les répétitions, ce genre de... Et ça prend combien de temps
la colle. 5 mois, je pense. C'était 5 mois. Et donc c'est revenir sur le texte. Ça demande aussi de l'énergie. En fait, ça n'est pas du tout fini. Quand on finit, il faut y revenir. Il faut avoir encore un peu de l'énergie sous le pied pour y retourner. Si le texte de Marion est arrivé dans un état presque d'achèvement, je dirais. Oui. Voilà. Mais c'est ce qui rend, après, ça rend la conversation encore plus intéressante finalement, de reparler de certains moments du texte, de certaines scènes, de notre interprétation. Voilà. Et peut-être ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, si j'ai tout de suite pensé à ces grands noms de la littérature nordique, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est la manière dont Marion s'est approprié justement tout ça pour le transformer et en faire quelque chose d'unique. Et finalement, moi, le moment où tu m'as attrapée, c'est quand Alda, l'héroïne aussi de ce roman, débarque. Et où là, je me suis rendu compte que Marion allait nous présenter cet univers par un regard. Alors même si ce n'est pas sa voix, elle, on reste toujours avec la caméra, voilà, mais que vraiment, elle avait quelque chose à nous raconter de ce rapport entre les êtres humains, les insulaires, et le monde animal. Voilà, donc ça, je me rappelle bien de ce moment-là où là, mon admiration, avant, j'étais impressionnée, et puis après, à un moment, voilà, il y avait l'admiration et le désir de la publier et de l'accueillir. Et peut-être, ce qui est évident avec ton texte, c'est que pour nous, chaque livre doit débarquer avec son monde. Alors ça n'a l'air de rien, mais on parlait du bruit, le bruit du monde. C'est que chaque texte est très immersif, en fait. Voilà. Et on veut, et pour l'instant, on a vraiment réussi ça. Soit que l'auteur s'occupe d'un monde disparu, soit qu'il entreprend d'en reconstituer un qui est encore là. Mais effectivement, il y a ce personnage d'Alda. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, Grégory, on sent qu'il est dans une volonté de s'arrêter, de prolonger cette escale ou de s'installer. Et elle, Alda, elle, qui vit sur l'île, ne rêve que d'ailleurs et que de partir. Et donc il y a un peu ce croisement, ceux qui n'arrêtent pas de bouger rêvent de se fixer, ceux qui sont fixes rêvent de partir. Est-ce que c'est une vérité que vous connaissez, que vous avez expérimenté vous-même, et dans quelle catégorie vous vous placez ? Alors je sais pas trop. Enfin, je pense que c'est surtout né de livres que j'ai lus et de gens que j'ai écoutés, en fait, qui ont cette expérience aussi de la migration, voire de l'exil, et qui, en fait, sont dans un rapport complexe aux lieux qui les ont vus naître. Et à travers ça, c'est peut-être une façon de se demander qu'est-ce qui nous lie à l'endroit qui nous a vus naître. Est-ce qu'on est forcément de quelque part ? Est-ce qu'on est forcément obligé de se réclamer de quelque part ? Par exemple, Grégory, c'est quelqu'un qui a mis une croix sur son passé. À l'inverse, il y a les instituteurs qui, eux, se réclament de l'archipel. Donc, est-ce qu'on n'a pas une certaine liberté dans la façon dont on se rapporte aux lieux qui nous ont vu naître, et même aux lieux qu'on a vécu, dans lesquels on a vécu. Je pense à un roman graphique que j'aime beaucoup, Le piano oriental de Zaina Birached, où elle explique vraiment des choses comme ça, et où elle se dit que son identité, c'est quelque chose qui est engagé dans la durée et dans le temps. Il y a des moments où elle est libanaise, il y a des moments où elle est française. Donc c'est ça aussi, il y a une latitude dans l'identité, il y a quelque chose qui peut se réinventer. On n'est pas une racine plantée à un endroit pour toujours, et on n'a pas à s'en réclamer forcément tout le temps. On peut se réinventer, déclarer qu'on n'est pas d'un endroit, qu'on peut être d'un autre. Voilà. Je pense que c'est ce que ça raconte aussi, l'escale. Merci. Très belle réponse. Pardon, alors, est-ce que... C'est peut-être une question annexe, mais... Donc on croise toute une sorte de personnage. Est-ce que vous en avez un en particulier que vous préférez, ou vous vous êtes dit ça c'est un peu de moi, ou enfin voilà, est-ce que un petit préféré? Je pense que moi j'ai mis de moi un peu de moi dans tous les personnages, donc après c'est un plaisir d'aller vers l'un et vers l'autre. Avec Grégory, je savais que j'allais être dans quelque chose d'un peu buté, d'un peu taiseux, d'un peu rétif, quoi, quelqu'un qui est dans une certaine colère rentrée. Alda qui est aussi une colérique quand même, hein. Il y avait beaucoup de ces émotions-là. Mais c'est un plaisir d'aller de l'un à un autre et de trouver des visions du monde. Mais après, c'est quand même un roman de point de vue. Et ce point de vue, c'est celui de Grégory. Donc moi, je me suis installée aussi dans sa perception et c'était un plaisir aussi d'explorer l'archipel avec lui. Et on parlait de romans, enfin de langues ou d'auteurs qui vous ont inspiré, ou en tout cas qui rappellent votre écriture. Hormis ce dont on a parlé, est-ce qu'il y a des romans, des livres que vous avez lus qui invitent au voyage, un peu comme l'Escale, ou qui vous inspirent cette évasion, ces endroits battus par les vents, enfin voilà. Je pense qu'il y en aurait un certain nombre. Je peux peut-être citer Corto Maltese d'Hugo Pratt, toute la série Corto Maltese en fait, parce que c'est... quand je pense à Corto, je vois cette silhouette, voilà, avec son col relevé sur les îles, et ça dialogue avec des choses qui m'intéressent. Mais je pense que même
Même des romans de fantasy peuvent nous amener vers ce genre de sensations. Je pense à Claire Duvivier, Capitale du Nord, qui est un roman sublime, qui est installé dans un certain réalisme de fantasy. C'est assez impressionnant ce qu'elle fait et qui emmène complètement ailleurs. Merci. Et pour Marie-Pierre et Anna Moi, je citerai Le collectionneur de monde d'Ilya Troyanov, traduit de l'allemand et publié chez Buchy-Chastel il y a déjà quelques années. Et c'est un roman qui est inspiré par la figure de Richard Burton, cet officier britannique qui était aussi un spécialiste de l'hindouisme qui a été à la recherche des sources du Nil, qui a accompli le pèlerinage à la Mecque déguisé. Moi, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée parce que j'ai appris une somme de choses phénoménales et en même temps j'ai vraiment exploré le monde parce que je suis pas vraiment, alors, c'était quelque chose que j'avais envie de dire en vous entendant parler tous les deux, je lis pas énormément de récits d'exploration par exemple. Peut-être moi j'ai envie de dire le livre qui m'a invité au voyage, c'est Les nourritures terrestres d'André Gide, voilà, donc c'est plutôt ça ma référence et après comme tu le disais très bien, finalement ça peut être le principe de la littérature quand même que de nous amener ailleurs par tous les moyens, à toute force. Et quel que soit le genre aussi, BD, fantasy. C'est principalement. Oui, moi je lis pas énormément de littérature de voyage non plus. Moi j'aime bien les voyages intérieurs. Donc comme par exemple I.A. Hagenberg, où on rentre vraiment dans le passé, la mémoire d'un personnage. Voilà, c'est ce qui me nourrit. Merci. Et donc on va passer rapidement à IA. Moi, par exemple, je voulais juste dire que mon personnage préféré, c'était la botaniste tirée à quatre épingles qui vient pour découvrir l'archipel. Je l'ai trouvé assez... je me suis dit que je l'aimais bien. Et c'est à ce moment-là que Grigory devient traducteur. Et donc, c'est parfait. On va parler du travail d'Anna. Et avant de passer à Anna Marie-Pierre, grâce Dieu, comment ce livre, justement, lui, comment il arrive dans le catalogue et quelle place il occupe aujourd'hui? J'ai entendu parler d'elle à la foire de Francfort. Alors, par contre, en termes d'années, j'arriverai plus à compter, mais peut-être 3 ans, 4 ans. Et en gros, le texte était paru quelques mois, presque un an auparavant en Suède. C'était le 4e roman d'Hagenberg et contre toute attente, parce que le précédent avait eu un joli accueil critique, mais il s'était assez peu vendu. Celui-ci, assez vite, a conquis tout le monde et ils en étaient vendus 200 000 exemplaires, je crois. Et donc, à ce moment-là, un agent suédois que je connaissais bien avait décidé de prendre soin d'elle et c'est cet agent qui m'a parlé d'elle pour la première fois. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé le plaisir de publier d'autres auteurs, notamment Sophie Oksanen, justement. Donc, on peut dire que je lui fais un peu confiance, bien sûr, même si avec les agents, il faut toujours prendre le temps de la réflexion. Et là, il me dit, écoute, je pense que ce texte et détails pourraient te plaire. On y croit tellement qu'on a fait traduire le livre intégralement en anglais. Parce que là, il essaye de me l'expliquer. Et j'avoue que je me demandais bien ce que j'allais penser de ce livre. Parce qu'effectivement, il m'a dit, c'est l'histoire d'une femme qui devient écrivaine à la fin des années 90. Et je redoute toujours un peu les personnages d'écrivains et d'écrivaines dans les livres. Donc je me suis dit je vais aller voir, mais comme tu le disais Anna, c'est vrai qu'il y a une densité qui nous attend derrière cette voix qui finalement s'interroge sur les détails, quelques détails de son existence qui m'a vraiment emmenée très loin, à la fois dans ce qui fait l'essentiel de nos vies, les rencontres, et quelles personnes. En fait, on est nombreux à s'être pris au jeu d'I.A. Hagenberg ensuite, je crois, à savoir essayer de décider qui seraient les personnages essentiels de nos vies. Elle en a retenu... son personnage se retrouve en présence de 4 d'entre elles. Et voilà, mais je n'ai pas tout... Oui, non, mais c'est parfait, parce que exactement, l'étape d'après, c'est donc de résumer ce texte, mais qui est effectivement pas facile... encore une fois, c'est par le détail. Donc, on suit la narratrice qui devient romancière... écrivaine plutôt, au début des années 90. Et elle est malade, elle a de la fièvre. Et en fait, elle a envie de relire Paul Auster. Et par ce détail-là, déjà, elle retrace 4 relations de son existence qui ont été cruciales pour elle. Et à travers plein de petites... C'est pas des anecdotes, mais en tout cas, des moments de vie, des tranches de vie. Donc, il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires passionnelles, des histoires familiales. Et donc, effectivement, on se demande, nous, qui on mettrait dans notre panthéon personnel. Et c'est un livre...
on rentre un peu en se demandant ce qui va nous arriver et puis on est complètement embarqué. Moi, je défriche tout de suite. Moi, il y a mon moment préféré, donc c'est son histoire d'amitié avec Sally, qui est une amitié qui dure. Et il y a ce passage à l'an 2000 assez mémorable où tout le monde se demandait ce qui allait bien pouvoir leur arriver. Et elle, c'est une fête, voilà, un peu... voilà, elles se souviendront. Oui, pardon, je m'arrête là. Et peut-être pareil, avant de passer aux questions, on peut lire et on a la chance, on va avoir une double lecture, d'abord en suédois et après en français. Donc je vais vous lire le début du roman en suédois et puis ensuite Marie-Pierre vous lira en français. Johanna. Efter några dagar med viruset i min kropp drabbas jag av en feber och får för mig att läsa en speciell roman igen. Och först när jag sätter mig i sängen och slår upp den förstår jag varför. På försättbladet står skrivet med blå kulspetspenna i en omisstänklig handstil. 29 maj 1996. Bli frisk snart. Det finns franska pannkakor och cider på 4 knop. Jag väntar tills vi kan gå dit igen. Kyssar som hellre vill vara på dina läppar. Johanna. Merci Anna. Merci. Cela fait quelques jours que le virus s'est insinué dans mon corps et au moment où la fièvre grimpe, je suis prise d'une envie de relire un certain roman. Ce n'est qu'en ouvrant le livre, assise dans mon lit, que je comprends pourquoi. Une note est rédigée au stylo bleu sur la première page, l'écriture reconnaissable entre mille. 29 mai 1996. Guéris vite, s'il te plaît. Il y a des crêpes et du cidre chez Firaknop. Hâte que tu sois remise sur pied pour qu'on puisse y aller ensemble. Doux baiser, que j'aurais préféré poser sur tes lèvres. Johanna. Cette fois-là, c'était le paludisme, transmis quelques semaines plus tôt par un moustique d'Afrique orientale dans une tente non loin du Serengeti. Les symptômes étaient apparus à notre retour et j'avais été admise à l'hôpital de Hudiksvall sans que quiconque ne comprenne pourquoi mon taux d'hémoglobine tutoyait les sommets. Quand le diagnostic était enfin tombé, tous les médecins de l'établissement avaient accouru pour mirer la patiente à la maladie exotique. Le feu brûlait sous mes tempes et chaque jour à l'aube, j'étais tirée du sommeil par mes propres halètements et des céphalées d'une intensité jamais ressentie. Au retour d'Afrique de l'Est, j'avais immédiatement gagné le Hälsingland pour me rendre au chevet de mon grand-père mourant et, au lieu de cela, j'étais tombée malade et c'était moi qui avais failli y passer. Mon hospitalisation avait duré plus d'une semaine et, quand Johanna m'avait offert le livre, j'étais au fond de mon lit, chez nous, à Hägersten, transférée en ambulance via Uppsala pour une biopsie du foie. Je ne me rappelle pas le résultat, je ne me rappelle pas grand-chose de ce printemps, mais notre appartement, je ne l'oublierai jamais. Ni le livre, ni elle. Le roman s'était fondu dans la pyrexie et les céphalées, ne faisait plus qu'un avec elle, et c'est là, quelque part, que se trouve le fil qui court jusqu'ici. Une artère sensorielle dont la teneur en fièvre et en frayeur me pousse vers la bibliothèque en quête de ce roman précis. La température et les maux de tête qui refusent de lâcher prise, le bouillonnement de pensées qui se presse sous mes paupières, le bruissement d'un danger imminent, je reconnais tout cela, car je l'ai déjà vécu, avec les boîtes de paracétamol inutiles au pied du lit, les bouteilles d'eau gazeuse que je vide sans parvenir à étancher ma soif. Je ferme à peine les yeux que les images défilent. Des sabots de chevaux dans un désert aride, l'obscurité moite d'une cave pleine de fantômes silencieux, de grandes voyelles qui vocifèrent, autrement dit, la liste classique des cauchemars qui me tourmentent depuis ma plus tendre enfance, avec le soupçon de mort et d'anéantissement qui accompagne l'idée même de cette maladie. Merci. Alors, on voit bien comment le texte peut arriver jusqu'à l'éditeur et comment ensuite il arrive au traducteur, ce texte-là. Alors, quand j'ai reçu un email à l'époque, ça devait être Benjamin Burguette qui m'a écrit du Bruit du Monde, que je ne connaissais pas, qui m'a proposé de lire ce texte. Et je ne connaissais pas l'autrice, mais j'ai plongé dans le texte, et j'ai plongé dans le texte vraiment comme on plonge dans une piscine. J'ai eu du mal à en sortir. C'est un texte qui vous prend littéralement aux tripes.
Et donc il y a 4 longs chapitres et chaque chapitre est comme une inspiration. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous touche profondément. Donc j'ai évidemment tout de suite accepté et on s'est lancé dans l'aventure pour la traduction. Et vous disiez, donc c'est comme une plongée. C'était quoi la partie la plus réjouissante ? Vous vous êtes dit, j'avais pas envie de finir de traduire ça. Et à l'inverse, c'était quoi la principale difficulté du texte ? Alors pour ce texte, je dirais que toutes les parties étaient réjouissantes. Parfois, on a un peu de difficulté avec le premier jet. Ça peut être un peu difficile de trouver le ton juste, mais là, on sent qu'elle a réfléchi à chaque mot, à chaque phrase, à chaque virgule. Donc, moi, j'ai tenté pour mon premier jet, en tout cas, de coller au maximum au texte original, ce que je ne fais pas toujours. Parfois, au contraire, il faut, dans un premier jet, prendre du recul. Quand dans le texte original, on trouve des répétitions ou des choses un peu moins réfléchies, on va dire. Là, donc, le premier texte était assez proche du texte original. Et ensuite, il a fallu retravailler pour que les sonorités passe bien en français et reflète en fait les recherches d'assonance, d'allitération que l'on a entendues dans l'extrait. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu en suédois en tout cas, mais en suédois et donc j'ai essayé de faire la même chose en français. On sent un travail sur le rythme et sur les sonorités vraiment très important. Donc par rapport à d'autres romans que j'ai pu traduire, il y avait cette recherche des sonorités. En fait, on dirait presque parfois un poème en prose. Certains passages sont vraiment très, très poétiques. Et donc vous disiez, c'est un roman qui prend aux tripes. Et vous le disiez aussi, ça a été un véritable succès en Suède. Est-ce que vous expliquez ce succès sur le fait que ce soit un récit très intime, ça évoque, est-ce qu'il y a une explication sur le... Voilà, au dehors du fait que c'est un très bon roman, bien sûr, mais voilà, pourquoi celui-là résonne plus et a eu plus de succès que les autres ? Ou c'est non ? Effectivement, il est assez intime et en même temps, il est assez universel. En fait, je pense que ça peut parler à tout le monde. On se souvient tous du passage à l'an 2000. Effectivement, la scène de la fête, à la fois... donc il y a une soirée de l'an 2000 et il y a énormément d'attentes qui précèdent cette fête. On se dit que ça va être la fête du siècle. C'est effectivement une fête mémorable, mais en même temps, après, il y a une sorte de chute. Et elle se dit, mais en fait, on est passé au 21e siècle, mais rien n'a changé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet horizon d'attente immense ? Il y a une sorte d'universalité quand même dans ce roman et effectivement on réfléchit tous déjà à qui est notre personnage préféré du roman et effectivement qui compte autant pour nous que ces 4 personnages dans la vie de la narratrice. Il faut reconnaître qu'elle arrive à bâtir une tension assez folle alors qu'effectivement c'est introspectif. C'est sa voix, c'est son histoire, mais en fait il y a quand même des mystères en fait. Il y a des indices, il y a des échos qui s'ajoutent progressivement jusqu'à un 4e et magnifique personnage qui explique peut-être un peu pourquoi on est là, finalement. Et je pense que ce personnage-là, on l'a tous en commun. Enfin... Ah oui, ce personnage est absolument incroyable. On ne peut pas vous dévoiler qui il est, mais vraiment, déjà, on ne s'y attend pas jusqu'à la fin du roman. Et puis, il y a d'autres petites chutes des personnages qui se révèle être davantage que ce qu'on aurait imaginé. Oui, quand elle parle de Nikki, son amie, dès le début du chapitre, on sait qu'il va y avoir une rupture, ou en tout cas une dispute, mais on attend ce moment de temps. Donc oui, effectivement, elle arrive à nous faire... tenir en haleine. Exactement, ouais. tenir en suspense. Et puis Alejandro, à la fin, on découvre qu'il est plus que... Voilà. C'est vrai. Que juste un crush. Et alors, le texte également, alors c'est peut-être, en tout cas à la lecture, pas frustrant, mais en tout cas, il y a plein de références littéraires et pas mal non traduites. Alors, est-ce que ça vous pose la question de se dire c'est quand même dommage, parce que ça a l'air d'être en tout cas des œuvres extrêmement importantes pour elle, de son panthéon personnel, encore une fois. Est-ce que ça vous pose la question de les traduire ou pas ?
Alors, il y en a effectivement beaucoup, énormément de références littéraires. Bon, la plus importante, c'est celle à Paul Auster. Oui. Donc, effectivement, ça va. Alors, moi, quand j'ai traduit I.A. Genberg, je me suis tout de suite dit, oulala, il faut que je relise la trilogie new-yorkaise pour vraiment me mettre un peu dans la peau de cette narratrice. Donc voilà, il a été traduit. Mais effectivement, il y en a beaucoup. Et non, je ne les ai pas toutes lues. Et oui, effectivement, ça pourrait être intéressant de creuser davantage, mais par quoi commencer? Par quel bout commencer? Peut-être qu'on en parle. Oui, on pourrait en parler. Pardon. Et donc, oui, en général, pour revenir sur le travail du traducteur, c'est un peu, je suis allers-retours, mais donc vous dites, vous le lisez d'un coup. Par quel bout vous commencez? Est-ce que vous avez une technique? Est-ce que vous commencez, vous y allez? Est-ce que c'est par la fin, par le... Alors généralement pour des romans très littéraires, des textes très littéraires en général, je commence par lire l'intégralité du texte, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les polars, où je me lance dans la traduction sans avoir lu le texte pour garder le suspense, pour garder l'envie de continuer et pour être dans la position du lecteur et ne pas dévoiler quelque chose qu'il aurait fallu ne pas dévoiler par mégarde. Donc là, je l'avais déjà lu deux fois avant de me lancer dans la traduction et non, je commence par le début, non, je commence pas par la fin, mais j'ai travaillé chaque chapitre séparément, on va dire. J'ai vraiment retravaillé chaque chapitre comme... presque comme des nouvelles. Presque comme des nouvelles, exactement. Et est-ce que vous avez eu des questions, des contacts avec l'autrice sur certains termes ou non? Non, cette fois, je n'ai pas contacté l'autrice pour des questions parce que, comme je disais, chaque mot est vraiment pesé et donc il n'y avait pas de questionnement, pas d'imprécision, aucune imprécision. En revanche, on a échangé quelques mails ensuite où je l'ai félicité pour son travail. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit échange avec l'autrice. Et parce que je pense que c'est une question qu'on se pose tous, est-ce que les traducteurs sont obligés de contacter les auteurs? Mais en fait, non, il n'y a pas d'obligation. Et peut-être une dernière question, oui, avant de passer à vos questions. C'est une question que moi, je me posais, et on en a déjà parlé, vous traduisez avec votre sœur. Parfois, pour certains auteurs, et comment ça se passe, sur quels auteurs, comment vous organisez votre travail, et moi, je trouve ça juste incroyable, donc voilà, je vous ai posé cette question. Alors oui, c'est donc principalement sur des gros romans, notamment des romans policiers. Donc là, on a traduit ensemble Vivica Steen. Généralement, on partage le texte en deux ou voilà, la moitié chacune généralement. On traduit chacune une moitié et ensuite on relit la partie de l'autre. Et évidemment, on en discute énormément. Parfois, on a des fichiers avec des mots de vocabulaire qui reviennent, surtout pour les romans policiers. Là, pour Vivica Steen, on est plus passé sur un autre mode. Dernièrement, c'est elle qui traduit et ensuite, moi, je fais une relecture. Voilà, relecture critique avec des propositions d'amélioration, de reformulation, ce genre de choses. Mais en fait, il y a beaucoup de traducteurs qui travaillent à deux. Et généralement, ça se passe comme ça. Hein. On partage le texte et puis ensuite, on relit la partie de l'autre. C'est assez idéal. Oui, c'est idéal. En fait, ça enrichit le texte parce qu'on a presque le recul de l'éditeur. Donc, l'éditeur, ensuite, a sans doute moins de travail. Une lecture de plus. Il n'y a jamais assez de lecture, en fait. Oui. Merci, voilà, je trouvais ça très intéressant. Et une petite question à Marion. Donc ce livre de I.A. Genberg, est-ce que ça a fait des échos, enfin ça pose des choses en miroir avec votre livre ou c'est très différent? Je pose la question parce que moi j'y ai pas répondu, donc je vous la pose. Moi j'ai beaucoup aimé les détails et moi ce qui m'a frappé dans ce texte-là, c'est le sens du portrait, qui est incroyable. On a l'impression de voir ces personnages. Donc c'est la très très grande finesse et le sens d'évocation de l'autrice, moi, qui m'a particulièrement frappée. Et cette langue qui emporte tout de suite. Et moi, je l'ai dévorée. Pour moi, c'est le point commun qu'elles ont. Oui, exactement. Tu parles de tout, qui emporte tout. Et c'est vrai que ce soit à l'intérieur d'une conscience ou que ce soit au fin fond d'un archipel nordique, finalement, c'est ce qu'elle nous propose, en fait, dans mon immersion. Wow. Et tous ces gens, on aimerait les rencontrer en vrai. Eh bien... J'étais mauvaise langue. Il vous reste du temps pour des questions. Est-ce que vous en avez? Oui. Peut-être. Moi, j'ai peut-être une question pour Marion Legel. Quand
on écrit un texte comme ça qui est censé être immersif pour quelque chose qui est pourtant assez loin du quotidien, est-ce que c'est dur quand on écrit au quotidien justement de se remettre et de se replonger? Est-ce qu'on a besoin de rituels ou de choses qui permettent un peu de se remettre dans l'atmosphère? Pardon, je vais dire la question en micro pour l'enregistrement et pour ceux du fond. Et vous me dites si j'ai pas bien retraduit. Est-ce que quand on écrit un texte immersif comme ça en pleine nature et qu'on n'est pas dans cette immersion-là, pas dans ce quotidien-là, enfin dans cet environnement-là, c'est dur de s'y remettre. Et si je peux ajouter quelque chose, donc si en fait on prend le métro tous les jours, revenir sur le grain après, est-ce que c'est facile? C'est un plaisir. Il y a certains soirs plus faciles que d'autres où il y a plus ou moins de chemin à faire pour retourner au texte, mais après, quand il y a déjà quelque chose d'écrit, c'est toujours plus facile d'y revenir, de reprendre le fil et de ok, voilà, j'y suis, je suis dans les sensations. Après, il y a toujours des façons de cultiver des ambiances par des photos, par des vidéos, par de la musique. Moi, je sais que j'ai beaucoup écouté de musique en écrivant, donc ça fait partie des rituels pour s'y replonger. Et puis après, voilà, on s'y remet et c'est pas bon, il faut réécrire et voilà, c'est l'éternelle histoire. Merci. Oui. Alors moi j'ai une question de traduction, mais pour Mario le jeune. Parce que vous avez dit que vous aviez été assez marqué par certains livres qui ont été écrits par des auteurs ou des autrices nordiques. Et du coup je me demandais si vous les aviez lus dans leur traduction française, ou si vous les aviez lus en VO, et si vous aviez aussi essayé de retrouver dans votre écriture une certaine aussi sonorité des langues. Alors, moi, je ne parle pas les langues nordiques, donc j'ai lu tout ça en traduction. Et voilà, reconnaissance éternelle à Éric Bourri, qui est un traducteur d'exception. Et voilà, c'est un travail absolument impressionnant. Et alors, retrouver quelque chose, je ne sais pas, mais en tout cas, pour reparler de Stephenson, moi, ce qui m'a parlé chez lui, c'est cette façon qu'il a d'être à la fois dans le réalisme et dans la poésie. Parce qu'il y a eu un énorme travail de documentation derrière la trilogie, là, Entre ciel et terre. Et en même temps, il y a cette langue, et on sent que Stephenson lui-même a été emporté par son propre texte. Je crois que d'ailleurs, il comptait n'écrire qu'un livre. Il a fini par en écrire 3. Donc il y a cette force vraiment de la langue aussi, qui dialogue avec, et en même temps, une restitution très très précise de ce qu'ont pu être ces villas à l'époque. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Mais ça s'est fait par le biais de la traduction. Donc voilà, grande admiration pour Éric Bourri. Oui. Pourquoi le bruit du monde? Parce qu'au cours de cette magnifique table ronde, je n'ai pas entendu de bruit, j'ai entendu des sonorités, de la musicalité, des accents, des bruissements, des rumeurs, tout ce que vous voulez, mais pas de bruit. Ben, le bruit, c'est un peu tout ça quand même. C'est le terme très générique, justement. Enfin, mais c'est drôle, parmi tout ce que vous venez de dire, il y a eu des essais, justement. Je n'oserais dire lesquels, mais on a pensé à certains de ces mots. Et puis, c'était toujours trop réducteur. Et c'est vrai que le bruit, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, ça nous a semblé tellement inclusif. Et le fait que ça soit singulier, mais que ce soit un singulier qui dissimule autant de pluriel, ça nous plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que dès qu'on veut le traduire en anglais, c'est intéressant, parce que du coup, il faut dire si c'est the sound of the world ou si c'est the noise of the world. Et voilà, donc... Non, c'est bien le bruit. Et ça ne fait que commencer. Merci. Oui. transmettez bien vers le français, ou si vous avez dû avoir recours à certaines petites manipulations du texte pour retrouver justement ce rythme qui vous a tellement emporté à votre première lecture, et puis aux lectures d'après aussi, j'imagine. Oui, j'ai eu recours à des techniques, notamment la célèbre technique de la compensation. Donc c'est vrai qu'on perd forcément quelque chose quand on traduit une ou deux phrases, mais on peut récupérer cette perte dans la phrase suivante. À un moment, j'ai la fureur et la frayeur. J'imagine, je me souviens plus exactement le texte en suédois, mais ça devait pas être à ce moment-là qu'il y avait une allitération. Donc je l'ai récupéré ailleurs. C'est dans les textes que je traduis, j'ai pas toujours besoin de travailler autant la langue. Là, c'est vraiment parce que on sent que elle y a mis vraiment
tout son cœur, elle y a passé énormément de temps. Et donc, je pense que c'était d'autant plus facile, entre guillemets, à traduire pour moi, parce que je voyais bien le rythme dans lequel elle voulait nous amener, des phrases qui sont longues par rapport à d'habitude. Enfin, d'habitude, en suédois, on a plutôt des phrases assez courtes. Là, on a des phrases longues qui nous emportent. Donc, en français, ça paraît assez naturel, finalement. Elle était faite pour être traduite en français, ouais. Oui, c'est vrai. C'est pour insister encore sur cet aspect-là. J'ai appris récemment qu'en ancien anglais, il n'y avait pas de poésie basée sur les rimes, mais sur les allitérations. Est-ce que c'est également le cas en suédois? Je sais qu'en norvégien, il y a des tons. Par exemple, Tomer, selon la manière dont on le dit, ça peut être un tronc d'arbre ou autre chose. Et cette scansion, c'est pas finalement quelque chose de beaucoup plus important que ça en a l'air et qu'on ne comprend pas parce que nous, on a une poésie basée sur les rimes et pas sur les allitérations. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un danger au niveau de l'édition de ne pas comprendre que la répétition, c'est le nœud un peu du problème? Oui, c'est vrai que quand on traduit des romans moins littéraires, on a beaucoup de répétitions et les éditeurs généralement nous disent non, là c'est trop. En suédois, c'est pas gênant, mais c'est pas pour ça qu'il faut les garder en français. Je veux dire, il faut pas que le lecteur français soit gêné par ces répétitions. Et c'est vrai qu'il y a plus de travail sur les tons. Vous avez dû entendre quand j'ai lu, en fait, ça fait ta 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 comme ça. Donc il y a beaucoup plus d'accent tonique en suédois. Et il y a des mots, par exemple, anden, anden. C'est deux mots qui ont des significations différentes, qui s'écrivent de la même manière, mais qui sont accentés différemment. Donc effectivement, il y a ce jeu-là qui est possible en suédois. Donc il faut trouver en français des mécanismes de compensation pour les faire passer. Oui. Toujours sur cette question-là, je voulais juste savoir si vous lisiez quand vous travaillez du coup à voix haute et en français et en suédois pour comparer ou comment ça se passe? J'ai lu effectivement ce texte-là en français, oui. Une fois que j'avais plus ou moins finalisé la traduction, je l'ai déclamé un petit peu. Et j'ai tout de suite senti là où ça pêchait, où j'avais encore besoin de retravailler. En suédois, non, je ne l'avais pas lu à haute voix. Mais c'était suffisant de lire à voix basse, enfin, dans ma tête, je veux dire, pour voir où était la poéticité. Et Marion, est-ce que vous lisez à voix haute? Oui, c'est une étape très importante du travail. Pour travailler la langue, le rythme, c'est indispensable. Et moi, j'ai trouvé une fonction sur Word qui est extraordinaire parce qu'elle lit à voix haute le texte des auteurs et que parfois, dans le travail avec eux, quand ils ne sont pas là en face de moi, mais que je dois relire une dernière version, c'est très intéressant en fait de pouvoir l'utiliser. Et la voix n'est pas trop... la voix robotique. Non, en fait, c'est étonnant. Oui, forcément, il n'y a pas... Ça remplace pas, mais ça permet parce que... De le mettre dans l'oreille. Aussi, on reste dans sa tête, alors que là, c'est vraiment comme un autre, en fait. Et c'est vrai que ce qui peut nous avoir échappé, chose qu'on n'a pas entendue, c'est vraiment très, très passionnant. On devrait lire à haute voix beaucoup plus. On devrait apprendre à lire à haute voix. Enfin, je sais que ça vient un peu, mais... C'est vrai. C'est pas toujours naturel. Une dernière question, oui. Oui, moi j'avais une question. Merci de nous avoir fait partager les coulisses un peu du travail entre l'auteur et l'éditeur, où on voit qu'il y a un travail finalement très conséquent. Alors qu'on peut imaginer que quand l'auteur a écrit son roman, c'est bon, il veut passer à autre chose. Mais alors je me demandais du coup, ça attise ma curiosité sur la relation entre l'éditeur et la traductrice, l'éditrice et la traductrice. Est-ce qu'il y a un travail du même ordre? Enfin, est-ce qu'on peut dévoiler un petit peu des secrets de fabrication? Oui, tout à fait, il y a ce même genre de travail. Ça ne prend pas 5 mois parce que ce serait beaucoup trop long. Mais effectivement, il y a au moins 1 ou 2 allers-retours avec des suggestions. Et souvent, ça améliore encore grandement le texte. C'est ce qu'on disait à chaque... Et là, on l'avait fait aussi au début, le petit extrait ensemble. Parce qu'en fait, en général, ça c'est une étape importante. En fait, c'est que le traducteur, la traductrice, avec qui on a envie de travailler, parce qu'en fait, on a contacté Anna, je peux le dire d'ailleurs, parce que ma collègue chez Robert Laffont, à qui j'ai toute confiance, m'avait dit le plus grand bien de son travail. Voilà. Donc, on a envie de travailler avec quelqu'un, on a envie de lui faire lire un texte auquel on tient.
Et puis ton retour de lecture avait encore dopé notre enthousiasme. Et puis ensuite, on se met d'accord, je ne sais plus, sur une dizaine de feuillets au plus, mais qui sont vraiment importantes parce que c'est quand même un peu comment on voit les choses, le ton. Tu vois, il y a certaines décisions qui peuvent être prises à ce moment-là. Et puis après, il y a encore une fois quand le texte est remis intégralement. Mais c'est jamais fini en réalité, c'est vrai que... Non, c'est vrai, j'avais complètement oublié cette étape. L'étape de l'essai de traduction, en fait, c'est une étape très importante. Voilà, j'ai complètement oublié. Mais c'est pas tant en fait pour tester quelqu'un que pour s'assurer qu'on se comprend et que quand le texte arrivera, on va pas tout redéfaire en disant ah ben non mais ça moi je le voyais pas comme ça. Enfin voilà, après il peut encore se passer des choses, mais voilà. Puis des fois aussi, mais c'est pas tellement. Je pense pas que tu nous aies. Parfois le traducteur peut nous écrire en disant voilà il y a un endroit, je suis pas sûre, je préfère vous proposer quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est au long cours quoi. Oui, et en suédois, par rapport à la traduction du passé, par exemple, c'est pas toujours évident de traduire par un passé composé, un passé simple, un passé antérieur. Donc, je pense qu'on avait eu quelques... Et sur le subjonctif aussi, le subjonctif imparfait. On a discuté, est-ce qu'il faut du subjonctif imparfait dans tout le roman ou seulement ponctuellement? Donc, effectivement, on a quand même des questions, même très techniques, très grammaticales. Qui arrivent assez vite dans la discussion. Oui. Tout à fait. Eh bien, je vois qu'il est l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clara. Merci. Pardon. Et je rappelle juste que vous serez toutes les trois en bas au rez-de-chaussée pour des dédicaces, des échanges pendant un petit moment. Et merci beaucoup.